Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au sommaire de cette édition, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, incarcéré depuis le 8 juillet dernier pour outrage à la justice, s'est vu accorder une remise en liberté conditionnelle pour raison médicale. Goodluck Jonathan, le médiateur de la CEDEAO dans la crise politique malienne, est à Bamako pour évaluer les progrès vers un retour des civils au pouvoir après 2 coups d'État. Et puis en France, l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg a annoncé ce week-end sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. En Gambie, le parti politique de l'ancien président Yaya Jammeh a annoncé ce dimanche une alliance avec le parti au pouvoir. Cette alliance intervient à 3 mois du scrutin présidentiel. Fabakary Tombong Jatta, le secrétaire général du parti APRC, le parti de l'ancien président Yaya Jammeh, a expliqué lors d'une conférence de presse à Banjul que sa formation avait conclu un accord avec le Parti national des peuples du président Adama Barrow. Le dit accord vise à le soutenir à la présidentielle du 4 décembre prochain. Fabakary Tombong Jatta n'a toutefois pas donné plus de détails sur les conditions de l'accord avec le NPP. Notre objectif est que l'ancien président Jammeh revienne dans ce pays de manière pacifique et dans la dignité, a-t-il toutefois déclaré, laissant ainsi entendre qu'un retour d'exil de l'ex-dictateur en cas de réélection du président Barrow était une des clauses de l'accord. Selon les médias locaux, les associations de défense des droits de l'homme ont qualifié cette alliance de trahison et se sont interrogées sur la volonté du gouvernement de poursuivre Yaya Jammeh. Une commission d'enquête sur les crimes commis sous sa présidence doit remettre en septembre ses conclusions au président Barrow. Ce dernier a d'ailleurs fait savoir de longue date qu'il attendrait les recommandations de la commission pour éventuellement réclamer les poursuites judiciaires contre son prédécesseur. Le procureur général de la commission Vérité, Réconciliation et Réparation, Issa Fall, a annoncé fin août sa candidature à l'élection présidentielle du 4 décembre prochain. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma, incarcéré depuis le 8 juillet dernier pour outrage à la justice, s'est vu accorder une remise en liberté conditionnelle pour raison médicale. C'est ce qu'ont annoncé ce dimanche les autorités pénitentiaires sud-africaines. Âgé de 79 ans, Zuma est hospitalisé pour des raisons non dévoilées. Depuis le 6 août, hors de la prison où il purge une peine de 15 mois d'emprisonnement, pour avoir obstinément refusé de comparaître devant une commission d'enquête sur la corruption d'État sous sa présidence. Le département des services pénitentiaires est en mesure de confirmer que Jacob Zuma a été placé en liberté conditionnelle pour raison médicale, selon un communiqué. Il pourra rentrer chez lui à sa sortie de l'hôpital, a précisé un responsable pénitentiaire. Cette liberté conditionnelle a pris effet ce dimanche et Jacob Zuma purgera le reste de sa peine hors de prison, mais pourra avoir à effectuer des travaux d'intérêt général à sa sortie de l'hôpital. Cette mesure de liberté conditionnelle a été prise sur la base d'un rapport médical reçu par les services pénitentiaires selon le communiqué. M. Zuma a subi le 14 août une opération chirurgicale dont la nature n'a pas été précisée et reste hospitalisé dans l'immédiat. Un 3e mandat finalement écourté en Guinée-Conakry. Le président Alpha Condé a été déposé par des militaires ce dimanche. Ce sont eux qui dirigent désormais le pays. Tout a commencé par des tirs nourris dans la capitale guinéenne ce dimanche. Des images du président Alpha Condé ont par la suite fait le tour des réseaux sociaux. Le suspense n'a pas tardé.
les militaires ont pris le contrôle du pays. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémiques ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Dans les rues de la capitale, certains Guinéens jubilent. Bon, on est là, on se manifeste de la joie parce que on était là, on a beaucoup souffert avec le temps. Bon, Dieu nous a montré quelqu'un qui est plus puissant que lui. Avant tout, c'est la patience. On s'est patienté. Je suis très contente. Nous sommes sortis pour la joie. Donc, nous sommes très contentes. Par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Les putschistes guinéens qui ont capturé le président Alpha Condé et annoncé la dissolution des institutions ont annoncé ce dimanche l'instauration d'un couvre-feu dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre, ainsi que le remplacement des gouverneurs et préfets par des militaires dans les régions. À noter que la France a dit se joindre à la condamnation de la CEDEAO et à l'appel à la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé. Les États-Unis ont également condamné le coup d'État qui ont-ils prévenu, pourrait limiter la capacité américaine à soutenir la Guinée. Ce journal se poursuit. Goodluck Jonathan, le médiateur de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, dont la crise politique malienne est arrivée à Bamako. Une visite pour évaluer les progrès vers un retour des civils au pouvoir après 2 coups d'État. L'État traverse une période de transition qui aboutira à l'élection d'une nouvelle équipe, d'un nouveau président et d'autres personnes. Une équipe de la CEDEAO continuera à venir de temps en temps. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait des problèmes. Nous ne voulons pas attendre qu'il y ait une crise pour nous précipiter à Bamako. Il n'y a donc pas de problème majeur, mais juste un suivi de notre conversation avec le gouvernement. En France, l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg a annoncé ce week-end sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. L'annonce a été faite depuis sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre. C'était attendu et c'est chose faite. L'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, sera bel et bien de la course à la présidentielle de 2022. Une aventure placée sous le slogan « La remontada de la France ». Je suis venu proposer à nos compatriotes un projet à partager et réaliser ensemble. Un projet qui ressemble à un désir profond, qu'on croit inatteignable, mais que par notre effort nous pouvons parfaitement concrétiser. La remontada de la France. En 5 ans, 2022, 2027, remonter ensemble la France, nous le pouvons, au forceps, en se retroussant les manches. Ensemble, nous en avons les ressources, le génie et la force. Et c'est pour cette tâche difficile mais magnifique, audacieuse mais nécessaire, et pour cette tâche seulement, que j'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République. Sa candidature vient ainsi s'ajouter à de nombreux autres à gauche. À la différence des autres, pas de primaire pour Arnaud Montebourg. Il évoluera en candidat indépendant. Et puis, l'ONU est très préoccupée par la situation en Afghanistan. Afin de parvenir à accroître l'aide humanitaire dans le pays, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, projette pour le 13 septembre à Genève une réunion qui se tiendra entre États membres. L'agenda de l'ONU pour l'Afghanistan a été rendu public
par le porte-parole de l'institution onusienne. Stéphane Douari rapporte que la conférence du 13 septembre plaidera essentiellement pour une augmentation rapide en matière de financement afin que les opérations humanitaires qui sauvent d'ores et déjà des vies puissent se poursuivre. L'Afghanistan fait face à une catastrophe humanitaire imminente, révèle-t-il, en raison d'un conflit prolongé, d'une grave sécheresse et de la pandémie de Covid-19. Selon les derniers chiffres rendus publics, la moitié des 38 millions d'habitants ont besoin d'aide humanitaire et plus de la moitié des enfants âgés de moins de 5 ans souffriront de la faim dans l'année à venir, alertent les Nations Unies. Des vols humanitaires onusiens ont repris récemment vers le nord et le sud de l'Afghanistan, avait indiqué Douari, en disant espérer qu'ils pourront être intensifiés prochainement. Opérés par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ils ont permis à 160 organisations humanitaires de poursuivre leurs activités vitales dans les provinces afghanes. En croit Stéphane Douari, entre 2002 et 2021, des vols onusiens ont desservi plus de 20 destinations en Afghanistan et l'objectif est de revenir vers une telle amplitude dès que la sécurité et le financement des opérations seront assurés convenablement. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.